Bien, bonsoir ou rebonsoir à tous. J'espère que vous avez apprécié la projection de ce film documentaire, donc Algérie, été 62, l'indépendance aux deux visages. Nous allons pouvoir échanger avec les réalisateurs de ce film. Jean-Michel Meurice, vous avez réalisé ce film avec Benjamin Stora il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On va revenir sans doute sur le contexte de la réalisation de ce film documentaire. Et vous avez d'ailleurs réalisé il y a peu, en 2011, également un autre film documentaire intitulé Algérie, notre histoire, également avec Benjamin Stora, présent à ma droite. Benjamin, vous êtes historien, professeur des universités, signalons parmi vos nombreux ouvrages Voyage en post-colonie, Vietnam, Algérie, Maroc, paru aux éditions Stock, La guerre d'Algérie vue par les Algériens, paru aux éditions de Noël, et La guerre d'Algérie expliquée à tous aux éditions du Seuil. Nous allons pouvoir échanger avec vous autour de ce film. Avant de pouvoir vous laisser la parole à vous, évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions, échanger avec les intervenants. Avant de vous céder la parole rapidement, est-ce qu'on pourrait... J'aimerais savoir finalement dans quel contexte vous avez réalisé ce film il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, et comment avez-vous approché les témoins qui ont accepté de parler, de nous donner leur vision, leur regard de ces mois agités de 1962, ces mois d'indépendance, de joie, mais aussi d'inquiétude. Et on le disait tout à l'heure en introduction, donc ces témoins, certains très connus, d'autres beaucoup moins, ont accepté de s'exprimer. Et pour certains, malheureusement, vous le signaliez tout à l'heure, ont disparu, ce qui donne à ce film une grande valeur d'archive finalement. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous, ou tous deux, vous souhaitez sans doute répondre. C'est Benjamin, parce qu'on avait fait un film auparavant qui racontait en 2 fois 1 heure l'histoire de l'Algérie indépendante uniquement en archives. C'est-à-dire il n'y avait pas de témoignages. On a récupéré le maximum d'archives en Algérie qu'on a pu trouver sur toute cette période. On a fait ça en 92, je crois, au moment... 94, hein, pendant la guerre civile. Et à la suite de ça, on a eu envie de faire, au moment de l'anniversaire, ce film qu'on vient de voir. Et on en a refait un autre. On raconte notre histoire parce que moi, j'étais militaire à Alger pendant les événements qu'on raconte. J'ai été de 59 à 62. Et Benjamin, lui... Vous étiez appelé du contingent, c'est bien ça? J'étais un appelé du contingent, voilà. Et j'étais officier à l'état-major d'Alger. Et donc, j'ai vécu tout ça de l'autre côté. Donc, c'était intéressant d'avoir... On a vraiment eu le croisement des histoires. Et l'histoire est complexe. Et Benjamin, lui, avait 12 ans à ce moment-là, vivait à Constantine, et on a raconté ça dans le dernier film. Mais on avait envie de revenir avec nos expériences différentes, puis Benjamin est devenu, lui, un spécialiste de l'histoire, et c'est lui qui avait accès aux témoins. L'essentiel dans ce film étant d'avoir des témoignages tout à fait rares, voilà, des gens en poste, en place. Benjamin, justement, sur la question des témoins, comment... les avez-vous approchés? Comment les avez-vous interviewés? Comment ça s'est passé? Moi, je les ai approchés normalement et c'était très gentil. Il n'y a pas de problème. Ça s'est très bien passé. C'est des personnes très gentilles. Enfin, bon, avec Jean-Michel, il était là d'ailleurs. Donc tout s'est très bien passé. Mais l'idée de ce film, il y a donc plus de 10 ans maintenant, c'était effectivement de raconter cette histoire du passage à l'indépendance vue exclusivement du côté algérien, ce qui n'avait jamais été fait dans aucun documentaire, que ce soit français ou documentaire algérien. À l'époque, ces personnages, disons, n'avaient jamais été interrogés à l'époque. C'est-à-dire que c'est des personnages, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, qui appartenaient pour une partie d'entre eux à l'opposition politique au régime en place pendant très longtemps. Et donc, ils n'avaient pas été approchés, il n'y avait pas eu, disons, de possibilité pour eux de laisser une trace, un témoignage. Donc, c'était l'occasion aussi, à ce moment-là, de pouvoir les écouter. C'était tout à fait fondamental. Et puis, c'était aussi la possibilité de montrer l'extrême complexité du nationalisme algérien, de la révolution algérienne dans sa phase, j'allais dire, finissante au niveau de la guerre. Parce que l'idée il ne faut pas oublier que c'est un film pour la télévision française. Ce n'est pas un film pour la télévision algérienne. Donc un film pour la télévision française, ça signifiait
je me souviens des difficultés qu'on a eues avec Jean-Michel à faire ce film, c'était de rendre les choses les plus simples possibles, les plus lisibles, les plus accessibles au public qui ne connaissait rien de cette histoire, puisque le seul personnage en fait connu en France, vraiment, c'était Ben Bella. Bon, mis à part ce personnage-là, je me souviens par exemple d'une séance où on avait projeté, enfin Jean-Michel avait invité, je ne sais pas si tu t'en souviens, quelqu'un qui était très, très grand responsable de France 5. Et alors, elle a regardé le film, et elle était assise devant nous deux, et c'était un premier montage, je me souviens, puis elle s'est retournée vers nous, elle a dit « J'ai rien compris ». Mais alors, j'ai rien compris du tout. Là, je pense que personne ne comprendra rien du tout à votre histoire. C'est pas possible, là, c'est trop compliqué, il y a trop de noms. Il ne s'appelait pas Dupont et Durand, donc voilà, c'est trop d'Algériens là-dedans. Je dis, mais c'est normal, c'est un film des Algériens. Vous voulez quoi? Je ne vais pas appeler Jean-François, Jean-Christophe, ou je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Je dis, ouais, non, il faut tout refaire. Et Jean-Michel, quand elle est partie, il m'a dit, t'en fais pas. On n'a qu'à garder tout ça comme ça, on va remonter, on va continuer, etc. Je cite cette anecdote parce qu'elle est très significative de la difficulté pour un public français de faire pénétrer dans une histoire qui n'est pas exclusivement franco-française sur l'Algérie. C'est-à-dire que dès qu'il est question d'Algérie, on parle toujours de De Gaulle, de l'Ouest, des Harkis, des Pieds Noirs, etc. Mais dans le fond, ceux qui ont combattu la France, c'est-à-dire ceux qui étaient en face, ceux qui étaient des nationalistes, eh bien, en France, on ne sait pas qui c'est. On ne les connaît pas, on connaît mal. Et donc l'objectif, c'était à la fois de les faire découvrir, mais aussi de montrer qu'il y avait toute une série de débats, il y avait une complexité, il y avait des divisions politiques, ce n'était pas un ensemble homogène, tranquille, construit, qui allait comme ça cheminer vers l'indépendance. Au contraire. Et à partir de cette réflexion-là, bien sûr, la question, c'était aussi de montrer en quoi les enjeux d'histoire de cette période de l'été 62 avaient une résonance sur l'Algérie d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Algérie des années 2000. C'était ça aussi l'idée, bien entendu, c'était en quoi cette histoire n'était pas une histoire dépassée. C'était une histoire très actuelle et qui pouvait effectivement être perçue ou comprise par les jeunes générations d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est déjà l'idée de ce film. Alors maintenant, les témoins. Alors pour avoir 10 témoins, je me rappelle à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, il a fallu que j'en demande, enfin que je sollicite au moins 30 ou 40 personnes. Parce que pour en avoir 10, il faut de gens importants, c'est-à-dire de gens qui ont été à la tête, disons, d'organismes politiques, le CNRA, le GPRA, etc., etc. Enfin bon, évidemment, on pouvait. Le parti pris, c'était effectivement d'interroger des personnages qui avaient été des dirigeants politiques. C'était ça l'idée. C'était pas de faire un film, disons, de la société, parce qu'on avait déjà fait un film par en bas. Bon, là, il fallait montrer les décideurs, les décideurs politiques. Les acteurs de premier plan. Les acteurs de premier plan. C'était ça l'idée. Et donc, il fallait effectivement en contacter beaucoup. Ceux que vous voyez à l'écran, à l'image, ont accepté, mais beaucoup d'autres ont refusé. Je veux dire, d'être interviewés à l'époque. Bon, je ne sais pas si Jean-Michel s'en souvient, mais à l'époque, on avait sollicité Ahmed Ben Bella. Bon, c'est pour ça qu'on le montre qu'en archive à la fin, parce qu'il n'a pas accepté d'être interviewé à ce moment-là. On avait sollicité, enfin, je cite des noms très connus, comme ça, mais on avait sollicité effectivement à l'époque Abdelaziz Bouteflika. Qui venait d'être président de la République depuis 2 ans, je crois, à l'époque, 2 ans, oui. Bon, ça n'a pas été possible, donc on n'a pas pu. Mais on est allé quand même à Alger, et on a quand même réussi à obtenir tous ces personnages qui sont quand même des personnages peu connus du grand public français, mais qui ont été quand même des personnages charnières sur lesquels on aura l'occasion de revenir, effectivement, s'il y a des questions de la salle ou s'il y a d'autres questions. Donc ils étaient prêts à témoigner. Je veux dire, eux, par contre, il n'y avait aucun problème. Ils étaient prêts à parler. Ils ont parlé longtemps, d'ailleurs. Et ce que je disais tout à l'heure avant ce film, c'est qu'on a gardé beaucoup de traces de ces entretiens pour un autre documentaire qui a été ensuite monté par Jean-Michel, qui dure, je crois, 3 heures, ou je ne me souviens plus. On a fait, je ne sais plus si 3 ou 4 heures. Une dizaine de demi-heures. Un personnage par demi-heure, à peu près, voilà, 2 personnages maximum, c'est-à-dire chacun parlant très longuement. Et c'était conversation sur la chaîne Histoire, qui sur la chaîne s'appelait Les Hommes de la Révolution. Conversation avec les hommes de la Révolution algérienne. Et ça s'est passé en 2003 sur la chaîne Histoire, et ça avait été d'ailleurs beaucoup regardé en Algérie à l'époque, en 2003. C'est parce que c'était sur la durée. Cette fois-ci, les entretiens étaient très longs.
Non, parce que certains sont en plus des héros de la résistance de l'intérieur. Il y en a 2 ou 3 qui sont l'équivalent de, je ne sais pas si on prend la résistance française pour un public français, mais de Jean Moulin, enfin c'est le plus haut niveau de chef de wilaya de l'intérieur. Oui, tout à fait. Enfin, les plus hauts niveaux, évidemment, les plus connus en Algérie, c'est ceux qui sont morts au combat, qui étaient morts avant 62, évidemment. Eux, s'ils ont été interviewés, c'est qu'ils ont survécu. Ce que dit Youssef Ratib à un moment donné, où il dit effectivement, il y en a 1 sur 10, ou 1 sur 3, je ne sais plus, qui avait réussi à survivre dans les maquis de l'intérieur. Donc il y a eu quand même les gens ont été tués, décimés, et ceux qui ont traversé cette période et qui sont restés vivants en étant dans les maquis à l'intérieur du pays, dans le fond, étaient extrêmement rares. Et le personnage extraordinaire qu'on voit dans ce film, qui est Salah Boubnider, qui est très connu, en Algérie en particulier sous le nom de Saout al-Arab, qui est un personnage considérable et qui d'ailleurs est décédé récemment. Donc son témoignage est inestimable, comme d'ailleurs le témoignage de Bouhara, qu'on voit dans le film et qui est décédé maintenant. Il est mort il y a quelques mois, je crois, il y a 1 mois ou 2. Et ce sont des personnages qui ont accepté, disons, de témoigner et dont la trace va rester maintenant dans les archives pour les historiens du futur, évidemment. Oui, Pardon ? 15 jours, nous dit monsieur. 15 jours. Et sur le climat du tournage, ce qui m'a frappé, c'est en y retournant 10 ans après, à l'époque, on était dans la guerre civile, on avait 5 gardes du corps, on était très... Et Ben Bella qui est mort aussi. Protection, je voulais beaucoup aller dans la Casbah, ça a été très compliqué. Ils ont fait un glacis devant nous au fur et à mesure de notre avancée pour qu'on ne soit au contact de personne et donc aucun danger à l'intérieur de la Casbah. Cette fois-ci, 10 ans plus tard, dans une période apparemment plus problématique, c'était d'une douceur, d'une tranquillité, aucun garde du corps, une liberté totale. On a déjeuné à l'intérieur de la Casbah. Tout ce qu'on n'avait pas pu faire il y a 10 ans, on le faisait maintenant beaucoup plus facilement. D'accord. Vous soulignez, Benjamin, les résonances de ce film avec le présent, avec l'Algérie d'aujourd'hui. Donc c'est l'une des grandes forces de ce film, et on voit on entend à travers les différents témoignages, notamment celui du commandant Asdine ou d'un autre témoin qui dit que cette révolution algérienne avait pour but, au-delà de l'indépendance, le droit de tout être humain à vivre dans une démocratie, cette question de la désillusion, cette question des désillusions autour de cette période de l'indépendance qui entre en résonance avec l'Algérie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ou préciser par rapport à cette question-là ? C'est ce qui s'est passé en Algérie, s'est passé dans toutes les révolutions, à commencer dans la Révolution française. Rien des idées des premiers hommes et des inventeurs et des premières idées ne demeure. Ça passe à travers quelque chose c'est l'ouverture d'une boîte de Pandore chaotique, dans lequel les hommes, les idées sont ballottés dans tous les sens et maltraités. Donc ce n'est pas exceptionnel pour l'Algérie. Enfin oui, bien sûr, la révolution dévore ses enfants, comme on dit, c'est assez classique, révolution russe, révolution chinoise, etc. Donc on a effectivement cette espèce de radicalité et de surenchère qui fait que les acteurs du début d'une révolution ne sont pas les mêmes à l'arrivée. Bon, c'est un phénomène assez classique. Mais ce qui est quand même intéressant dans cette histoire algérienne, c'est que beaucoup quand même des acteurs principaux, et on en a vu un certain nombre là, n'ont plus joué de rôle très vite. Je veux dire que dès l'été 62, l'année 63. Oui, par exemple, la Fédération de France du FLN, c'est-à-dire les responsables de la Fédération de France ont été éliminés dans l'été 62. Ils étaient plutôt du côté de Boudiaf, du PRS, etc. Aït Ahmed, bien sûr, le FFS, qui a été aussi très vite mis de côté, très vite éliminé de la scène politique. Donc il y a quand même eu, que ce soit les gens qui étaient avec Karim Belkacem, les gens qui étaient avec Aït Ahmed, les gens qui étaient dans la Fédération de France, ça fait quand même beaucoup de monde quand même, qui ont été brusquement mis à l'écart, et ça se ressent quand même 40 ans après dans les témoignages, disons, de ces hommes qui n'ont rien oublié, parce que quand même cette période a été pour eux une période extraordinaire, c'est-à-dire une période de dévouement, de sacrifice, d'enthousiasme. Et puis, c'est dit tout au long de la première partie du film quand même, c'est-à-dire l'accession à l'indépendance, c'est extraordinaire pour eux. C'est-à-dire qu'il y a... On voit avec ces très belles images d'archives que vous avez sélectionnées. Oui, c'est la première fois parce qu'après ces images ont été montrées dans beaucoup d'autres documentaires qui sont arrivés après, mais c'était la première fois effectivement dans ce documentaire. Ce sont des archives déposées d'ailleurs, une partie sont chez les Algériens d'ailleurs, et ensuite elles ont été réutilisées dans beaucoup d'autres documentaires. Mais
il y a cet aspect pour eux du passage de la jeunesse à l'âge adulte. Et c'est un moment inoubliable, qui pour eux va les marquer tout au long de leur vie. Et donc l'espérance démocratique est d'autant plus forte, et donc la désillusion est d'autant plus forte et elle ne s'efface pas. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont 70, 80 ans, mais qui pour eux, cette question-là reste le moment fondateur de leur vie d'homme. C'est une histoire, disons, qui est inscrite au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas dépasser, oublier ou effacer. C'est impossible. Alors donc, on a quand même ceux qui ont accepté de témoigner là, c'est en grande partie ceux, effectivement, qui étaient, et comme je le disais tout à l'heure, qui étaient dans l'opposition politique quand même. Donc alors certains ensuite se sont ralliés au pouvoir successif plus tard. Bien entendu, il y a eu des cheminements après de ralliement, etc. Bon. Mais quand même, beaucoup d'entre eux sont restés fidèles à une sorte d'idéal démocratique. C'est pour eux quelque chose, c'est une pierre angulaire, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que pour eux, il y avait eu la révolution anticoloniale, qui était fondamentale, c'est-à-dire accéder à l'égalité politique, à la dignité, à la liberté. Mais la question du passage entre cette question de l'indépendance et de l'égalité à la démocratie politique restait à conquérir. Et ça, on l'a entendu tout au long des discours, disons, de tous ces acteurs qu'on a pu interroger quand on était à Alger à cette époque-là. Très bien, merci. Je vous propose de vous laisser la parole, donc, de manière à pouvoir échanger donc, avec Jean-Michel Meurice et Benjamin Stora. Donc, je pense que des micros vont circuler parmi vous. Monsieur ici va pouvoir... donc, je vais juste on va rajouter pouvoir, en petite incise très brève. Je vous propose de fonctionner avec 2-3 questions. Oui, oui. Et ensuite, je veux dire qu'on a eu une grande projection à Alger, c'était très impressionnant, et dans la grande salle tout à fait en haut d'Alger, où il y avait 3000 personnes, et ça c'était très émouvant. Oui. Projection du film. Monsieur ? Oui, bonsoir. Alors moi, ma question, elle est toute simple. C'est-à-dire que le film, il met en exergue un peu l'antagonisme qu'il y a eu entre les maquis de l'intérieur et l'armée des frontières, donc les armées qui étaient au Maroc et en Tunisie. Globalement, le film, il se focalise sur la période 62, ce qui est intéressant. Néanmoins, il y a un point que je voudrais soulever, qui est l'affaire Shabani, qui est la conséquence de cet antagonisme de 62, qui lui, plus tard, a payé de sa vie, comme vous le savez, et qui, à mes yeux, représentait symboliquement le plus gros clash qu'il y a eu entre, justement, le pouvoir de l'intérieur et le pouvoir qui venait de l'extérieur. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Une deuxième remarque sur le témoignage de M. Bouhara, qui expliquait qu'il était rentré sous forme en uniforme civil par le biais du CRA, donc le Croissant Rouge algérien. Moi, je me rappelle cette époque, j'avais 11 ans, 12 ans, je suis de la frontière tunisienne, donc je me souviens globalement de cette situation. Et à l'époque, il courait un bruit qu'à Gambetta, qui est un village frontalier à côté de Soukaras, donc pas loin de Sakiet, dans le fameux bec de Gardimaou, pour être plus précis, il était dit que les ERS qu'on a ouverts, c'était avec l'accord du gouvernement français et de M. Mesmer. Donc à l'époque, il y avait un commandant, un colonel de l'armée française qui avait donné les ordres à ce qu'on ouvre les barrières. Donc je suis un peu surpris du témoignage que je vois dans ce film. Donc je voudrais bien, M. Stora, que vous m'éclairez sur ce point précis. Merci. Merci. On va prendre une deuxième question avant les... Alors, il y a ensuite devant. Voilà. Moi aussi, j'avais un peu moins de 10 ans à l'indépendance, donc je défile avec un calot rouge. Et merci de ce documentaire qui a répondu à des questions que je me suis posées pendant 40 ans pour certains, ou 50 ans. Parce qu'on avait bien compris que quand même l'armée des frontières avait pris le pouvoir sur les maquis qui étaient décimés, qui étaient ceux qui avaient vraiment fait la révolution. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'armée des frontières servait à autre chose qu'à prendre le pouvoir après l'indépendance, ou alors une contribution minime à la libération du territoire peut-être. Mais en revanche, il y a encore des points qui ne sont pas complètement clarifiés par le documentaire. Évidemment, c'est des témoignages. Par exemple, comment ça s'est passé concrètement, la prise de pouvoir dans la wilaya d'Alger. Il y a des rumeurs que j'ai entendues et qui sont restées des rumeurs jusqu'à aujourd'hui,
qu'il y aurait eu sur la route de Blida un affrontement militaire pratiquement entre la colonne de l'armée des frontières et les forces de la Wilaya 4. Et il y a aussi ce personnage dont on ne sait pas, je crois, le commandant Saïd Abid, qui serait mort pendant, enfin un des rares responsables militaires de la Wilaya 4 qui serait mort pendant ces affrontements. Donc cette charnière du moment, elle n'est pas encore complètement claire pour mon esprit. Par exemple, j'ai cru aussi, quand j'étais enfant, que le premier président de la République algérienne, c'était Ben Khedda, et j'ai jamais compris comment on a eu le passage du président Ben Khedda au président Ben Bella. Donc cette charnière est encore assez mystérieuse et pas très claire dans les détails. Donc si vous pouvez nous éclairer sur ces détails, merci. Merci. On va prendre ensuite les questions qui sont devant. On va laisser Benjamin Stora et peut-être Jean-Michel Meurice répondre à ces deux questions. Benjamin, sur la première question, donc en deux parties de monsieur, et ensuite sur les éclaircissements donc, demandés par monsieur. Oui, bonsoir. Moi, non, c'est monsieur Stora. D'accord, je ne voyais pas. Bonsoir. En fait, moi, je voulais remercier M. Stora et M. Meurice pour leur travail salutaire sur cette période de post-indépendance immédiate. Mais il y a un petit point, en fait, qui rejoint mon prédécesseur, c'est sur ce passage charnière entre la mise à l'écart du GPRA. Et moi, par contre, j'étais convaincu que le premier président algérien, c'était Ben Bella. Et j'ai entendu très tard parler de Ben Khedda. Et justement, je pense qu'on n'appuie pas assez là-dessus, sur cette mise à l'écart, cette exclusion. Quelles ont été la réaction de ces gens, justement qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce qu'il a été squeezé, le GPRA a été squeezé avec armes et bagages, si je peux dire. Voilà, j'aimerais bien avoir des informations là-dessus. Et je vous remercie. Merci. Alors, sur ces éclaircissements, ces demandes très précises, donc... Là, c'est très pointu, effectivement. C'est l'histoire algéro-algérienne. Vous savez, dans les histoires des révolutions, l'histoire, quelquefois, s'accélère à un point tel, avec une telle violence, une telle rapidité, qu'elle efface presque des années et des années de combat politique. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, il y a un basculement qui s'opère, et puis, hop, tout s'opère de manière tellement rapide qu'on en oublie qui était avant, quoi, pour arriver tout de suite à ce qui se termine, c'est-à-dire la prise du pouvoir. En fait, c'est des questions très, très politiques. Hein. Alors, pour répondre à, disons, la question de l'armée des frontières qui rentre avec l'accord de Mesmer, etc., bon, je ne crois pas du tout à ça, évidemment. Hein, il y avait peut-être la possibilité qu'il y a eu dans certains coins, sur la ligne Maurice en particulier, parce qu'il s'agit de la ligne Maurice quand même, à la frontière tunisienne, peut-être qu'il y a eu effectivement de l'ouverture des points de passage parce qu'il y avait ce qu'on appelle le retour des réfugiés quand même. Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'il y avait énormément de réfugiés algériens qui étaient des paysans qui avaient quitté l'Algérie et qui s'étaient réfugiés en Tunisie ou au Maroc et qui ensuite sont rentrés et sont revenus. Et donc il y avait effectivement une action du Croissant Rouge qui faisait pression auprès des autorités françaises pour qu'il y ait des points de passage et d'ouverture pour les populations civiles. Ce qui explique pourquoi Bouhala dit « je suis habillé en civil et je rentre effectivement en Algérie ». Hein, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un accord politique, parce que je vois la question qui est derrière évidemment. C'est l'armée française qui propulse, je ne sais pas quoi, l'armée algérienne pour établir l'État indépendant en vue de, je ne sais pas, enfin, etc. Je connais quand même tous ces trucs-là. Pas du tout. Hein, il n'y a pas du tout de calcul à ce niveau-là. Il y a le fait tout simplement que dans le flot des réfugiés qui font pression, parce qu'ils faisaient pression, hein, je veux dire ces réfugiés pour rentrer depuis les accords d'Évian, hein, c'est-à-dire grosso modo depuis le 18, 19, 20 mars, il y avait des tas de réfugiés algériens qui disaient « nous on veut rentrer maintenant, ça suffit, on ne peut plus rester dans ces conditions-là, on veut vivre ». Et donc les gens de la LN qui étaient situés aux frontières poussaient eux aussi, bien sûr, politiquement, hein, pour faire en sorte que les points de passage s'ouvrent, et effectivement ils avaient besoin de rentrer en civil pour pouvoir commencer à organiser cette sorte de transition politique, parce qu'il fallait organiser quand même une transition. C'est-à-dire qu'on savait que l'Algérie allait être indépendante, et donc à partir de ce moment-là, il fallait mettre en place les cadres politiques, juridiques, administratifs et militaires, disons, du futur État, parce qu'il fallait bien commencer à créer, disons, les conditions de mise en place d'un État. Donc je ne crois pas du tout à une sorte d'accord entre, je ne sais pas moi, Boumedienne et puis Mesmer pour... non, je crois vraiment qu'il n'y a aucune trace
dans les archives ou dans les témoignages, disons à ce niveau-là. Hein. C'est au contraire des choses qui se sont décidées sur le terrain, sur place, et l'histoire, vous savez, elle n'est pas faite simplement que de prédestination, de choses élaborées, écrites, d'anticipation, calculées, etc. Il faut voir ce qu'était la situation à cette époque-là, quand même. Entre mars et septembre 62, c'est-à-dire l'espace de 6 mois, il y avait une espèce de chaos politique, administratif, etc. Ça a été dit dans le film. Le chaos, notamment entre mars et juillet, avec l'histoire de l'OAS, bon, était quand même... Je n'ai pas le temps, on ne peut pas aborder toutes les questions, hein, ce soir, ce n'est pas possible, mais il y avait quand même une sorte de chaos au niveau des populations civiles, d'une incertitude. La guerre n'était pas finie vraiment à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de morts après mars 62, c'est considérable. Hein. Donc il y avait aussi la nécessité de protéger les populations civiles à l'intérieur des villes. Donc il fallait aussi que les gens qui avaient un peu d'expérience rentrent avant, précisément. Bon, c'était ce cas-là. Donc ce témoignage, je crois qu'il faut le prendre dans cette perspective-là. Maintenant, sur l'armée des frontières, on ne peut pas dire que l'armée des frontières n'a joué pratiquement aucun rôle dans la conduite de cette histoire, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut aussi remettre ça en contexte historique et politique de l'époque. Tout d'abord, l'armée des frontières, qui se construit effectivement à partir de 57-58, elle se construit parce qu'il y a la ligne Maurice et qu'il y a l'impossibilité de traverser cette ligne qui est très meurtrière. Hein, c'est très difficile de traverser la ligne Maurice. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la ligne Maurice, c'est-à-dire que pour un qui passe, il y en a 5 qui meurent. Hein, c'était ça, la ligne Maurice. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts, tout simplement en essayant de traverser la ligne Maurice. Donc on le savait, enfin les gens savaient, quand ils prenaient le risque, disons, de traverser la ligne Maurice. Je vous renvoie pour ça, par exemple, aux mémoires d'Ali Kafi, donc, qui raconte très bien cette histoire de la ligne Maurice. Hein, donc il y avait par conséquent une pression militaire exercée par l'armée des frontières sur la ligne Maurice qui était considérable sur l'armée française. Donc on ne peut pas dire que c'est rien. Non, il y a eu cette pression-là. Il y a eu cette pression militaire sur le barrage, sur la ligne. Il y a eu une bataille du barrage qui a été importante. Et donc il ne faut pas le sous-estimer à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire que progressivement, avoir une armée de 50, 60, 70, 100 000 hommes aux frontières, politiquement, notamment pour le pouvoir politique français, ça devient littéralement ingérable sur le plan politique. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon, on a une ligne électrifiée, personne passe, donc on a gagné, entre guillemets, etc. Mais quand vous avez des dizaines de milliers d'hommes de l'autre côté, c'est une force politique qui pèse considérablement et qui interdit, je veux dire, d'avoir une solution militaire définitive. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité de solution militaire, de victoire militaire, en fait. Donc, à ce niveau-là, l'armée des frontières joue un rôle. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle politique, disons, qui est très important à analyser. Maintenant, il est bien évident aussi, et là je vous rejoins bien sûr dans votre questionnement, il est évident que cette montée en puissance de cette armée des frontières à partir de 58, 59, notamment le plan Chal, parce que le plan Chal en 59 va décimer les maquis de l'intérieur, ça a été absolument terrible, bon, notamment en Kabylie, dans les Aurès, etc. À ce moment-là, bien sûr, le poids politique après le plan Chal de l'armée des frontières devient très important. C'est-à-dire que c'est effectivement, à partir de 1960-61, ce poids-là ira grandissant, bon, on le connaît, et là, les choses ont l'air effectivement de basculer en faveur de ceux qui, effectivement, sont de ce côté-là des frontières, c'est-à-dire en Tunisie et au Maroc. Là-dessus, bien sûr, je vous rejoins sur cette question-là. Maintenant, sur le problème du passage Bentredda, Ben Bella, tout ça s'est fait en quelques semaines. Ce n'était pas donné d'avance, là aussi. La bataille politique n'était pas écrite d'avance. Bentredda avait entre ses mains quand même, avec notamment Boussouf, Bentoubel et Krim, Belkacem, ils avaient, disons, la possibilité de l'exercice du pouvoir politique qui était et qui existait jusqu'aux accords d'Évian, c'est-à-dire jusqu'aux accords d'Évian du 18-19 mars 62. Mais pour être très schématique, c'est à partir du moment où politiquement le GPRA accepte le compromis des accords d'Évian, c'est-à-dire que bon, c'est Krim Belkacem qui signe les accords d'Évian, hein, c'est lui le principal négociateur algérien. À ce moment-là, l'armée des frontières dirigée par Boumedienne monte en puissance par surenchère politique. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on n'est pas d'accord avec les accords d'Évian, parce que c'est un compromis qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas en faveur des Algériens. Et là, c'est à ce moment-là qu'effectivement le GPRA va se retrouver politiquement, c'est de la politique ça, se retrouve sur une position défensive par rapport à l'armée des frontières de Boumedienne notamment, qui refuse la signature des accords d'Évian. Vous savez, en Algérie, pendant très longtemps, le 19 mars 62 n'était pas considéré comme une date importante à commémorer, parce que les accords d'Évian n'étaient pas considérés comme quelque chose de positif. Ce n'était pas vu de manière positive.
C'était un compromis boiteux qui se faisait sur les intérêts de la France, qui préservait ses intérêts au Sahara avec le pétrole, les expériences atomiques, etc., etc. Donc, il est évident qu'il y a eu, à partir de ce moment-là, une mise en accusation de crime, donc de Bentrada aussi quelque part derrière. Et donc, à partir de ce moment-là, la bataille politique en avril, mai, juin, c'est en 3 mois, s'est accélérée. Et progressivement, effectivement, c'est les hommes qui étaient derrière Boun Dieng qui vont imposer leur point de vue politique par surenchère, par radicalité politique, et donc de refus, disons, des accords d'Évian, hein, et qui vont essayer de vider en fait le contenu des accords d'Évian dans le congrès de Tripoli, qui en fait ne débouchera sur rien du tout, comme on le sait à la fin du mois de mai, début juin 62. Et là, vous avez la dislocation de la direction politique algérienne, en fait, qui se disloque à la sortie du congrès de Tripoli, puisqu'il n'y a plus de direction politique. Et donc, à ce moment-là, vous savez, la politique est horreur du vide. Donc, à ce moment-là, c'est ceux qui sont les plus organisés, dans une situation de chaos et de désorganisation, qui prennent le pouvoir. C'est ceux qui sont toujours les plus organisés qui s'avancent. Et c'est, en l'occurrence, l'armée des frontières qui est la plus organisée politiquement, qui, dans la situation de désorganisation, va s'avancer très vite et l'emporter très rapidement sur à la fois les maquis de l'intérieur et les GPRA. Et tout ça se fait en 3 mois. C'est très court, hein. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais c'est effectivement de cette manière-là que s'opèrent toujours les processus dans des révolutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une partie qui faiblit, l'autre partie qui monte en puissance, qui est plus organisée, et qui l'emporte très vite. Et après, on se retrouve 10 ans ou 20 ans ou 30 ans après encore à s'interroger, à gloser, à dire pourquoi, comment. Vous savez, des fois, l'histoire, elle se joue sur ce que j'ai essayé de garder avec Jean-Michel dans ce film, c'est l'histoire du cinéma, par exemple. Vous voyez, des détails comme ça, où ça se passe très vite, en une nuit, un vote à main levée, puis c'est fini, quoi. Et vous perdez la majorité, et le pouvoir change de main. C'est ça qui est incroyable. Quelquefois, vous pouvez avoir comme ça le pouvoir qui change de main en l'espace d'une nuit ou 2 jours de conclave, et puis c'est terminé. Et ça s'est passé exactement comme ça, dans une situation, encore une fois, où c'était la force politique la plus organisée, la plus homogène, qui l'a emporté sur celle qui était très désorganisée, en fait, à cette époque-là. Merci pour toutes ces précisions, pour ces éclaircissements. On va prendre d'autres questions parmi vous. Alors, attendez, parce qu'on va vous passer un micro, monsieur, de manière à ce que... Donc, il y a déjà une question devant, et ensuite, on pourra vous écouter. Monsieur ? C'est bon. Alors, bonjour. En fait, vous avez parlé des massacres de l'OAS. Parlez bien dans le micro, pardon, monsieur. Vous avez parlé des massacres de l'OAS durant toute l'année 61, 62, etc. Pour quelle raison avez-vous occulté le massacre d'Oran le 5 juillet 1962, date de l'indépendance algérienne, tout simplement? On ne l'a pas du tout occulté. On n'a pas développé ce point-là. On l'a traité de manière très générale. On a fait référence au massacre de l'OAS à l'époque, mais ce n'était pas un élément déterminant dans l'histoire que nous racontions. Donc on n'est pas rentré dans le détail des méfaits de l'OAS, pour être simple. Donc pas plus Oran que le reste. Ça a eu une résonance, le massacre d'Oran a eu plus une forte résonance sur la population pied-noir que sur les Algériens en train de réaliser leur révolution. Que sur les événements que vous abordez dans le film, et vous l'abordez dans d'autres... Oui, on l'a abordé dans d'autres films qu'on a fait après. On l'a abordé dans le film, longuement vu du dans côté le film français. qu'on a fait 10 ans plus tard, parce que c'était le versant français dans le film qu'on a fait après. Mais quand même, pour répondre à votre question... pour comprendre ce qui s'est passé au Oran le 5 juillet 62, il faut avoir présent à l'esprit tout ce qui est dans le film. C'est-à-dire la désorganisation politique. Le chaos dont vous parliez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce qui s'est passé au Oran le 5 juillet 62 résulte d'une volonté politique organisée, homogène, décidée, planifiée. Ce n'est pas vrai. Quand vous voyez ce qui se passe réellement, et si vous regardez attentivement ce film, c'est-à-dire l'état de bataille politique, de désorganisation, il n'y a pas d'unité de commandement. C'est ce que dit Ben Bella, à juste titre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité politique de commandement. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé, par exemple, le 5 juillet 62 à Oran, soit le produit d'une organisation planifiée, préméditée par les autorités algériennes. Puisque les autorités algériennes, à cette époque-là, le 5 juillet 62, où elles sont ? Quel est le centre de pouvoir ? Il est où le centre de pouvoir ? C'est le GPRA, c'est l'armée des frontières, c'est Ben Bella, c'est le groupe de Tlemcen, c'est le groupe de Tizi Ouzou. Là, je complique un peu, c'est après le film. Donc, où est l'unité politique ? Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on veut comprendre ce qui s'est passé le 5 juillet 62, il faut aussi se référer à l'état de désorganisation du nationalisme algérien.
pour comprendre ensuite les initiatives personnelles, individuelles, de groupes, effectivement algériens, qui ont pu s'attaquer aux Européens dans cette ville, qui par ailleurs était une ville très européenne et qui avait été massivement quand même en faveur de l'OAS pendant très longtemps, Oran. De même qu'on n'a pas traité l'épisode de Rocher Noir, par exemple. Ça rejoint la question tout à l'heure concernant Ben Keïda. L'épisode Fares, dont on ne parle pas du tout. Il y a eu tout un moment extrêmement bref où le pouvoir se focalise et se dilue très rapidement. Une question devant, et ensuite on pourra passer la parole un peu plus haut à monsieur, à ma gauche. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup pour ce film qui raconte le passage à l'indépendance, mais j'ai une petite réserve sur ce film-là. C'est en quelque sorte, il est resté muet sur le rôle des autorités françaises pendant cette période, le gouvernement français, les services spéciaux français. Le film n'en parle pas. Et quand je parle de la France, je parle automatiquement, par exemple, des déserteurs de l'armée française, le rôle des officiers de l'armée française dans cette crise des années 1962 et dont on a vu après Chabani, en quelque sorte, est la victime de cette crise justement des DAF. Voilà. Merci. Merci monsieur, merci pour cette question sur cet aspect. On va écouter monsieur donc, qui lève le bras depuis tout à l'heure. Et on va ensuite vous passer la parole pour répondre à ces nouvelles questions. Monsieur, on vous écoute. C'est pas anecdotique, mais c'est une réalité que j'ai vécue. J'avais 18 ans en l'été 62 et je suis natif de la même ville que le colonel Hassan, c'est-à-dire Kateb Youssef Khatib. Ses jeunes frères étaient mes copains. Donc, moi, ce qui me gêne là dans cette présentation que fait le colonel Hassan, c'est qu'on a l'impression que les chefs de wilaya, et que les wilayas de l'intérieur, la 4, la 3, etc., étaient un peu comme des démocrates. Ça me gêne parce qu'il y a un élément qui a été un peu oublié, c'est que le 19 mars, il y a eu tout d'un coup des milliers de recrues de la dernière heure. Donc les maquisards de la dernière heure qui ont rejoint ces corps de la Wilaya 4. Je vous dis, je suis d'Echlef, natif de même patelin, l'Aslam, ça s'appelait Orléansville à l'époque. Et ces personnes, sous-officiers ou hommes de troupe, entre guillemets, ont commis beaucoup d'exactions et avaient une idée de la future République algérienne ou du futur État algérien en s'appropriant des espaces publics. Comme moi, j'ai un oncle qui était maquisard, un des sous-officiers, un des officiers de ce colonel, qui s'était approprié la gare SNTF, ex-SNCF de l'époque, de ma ville natale, de Chlef d'El Aslam. Ça, c'était à moi, l'autre, c'était à lui. Donc, c'était une approche un peu de la perspective d'un pays qui posait problème. La deuxième chose que je voudrais, qui n'a pas été évoquée, mais du moins pas beaucoup, c'est qu'effectivement, on nous a recrutés, nous, à l'époque, pour aller à la rencontre de l'armée des frontières, et de mon patelin, c'était à 30 ou 40 kilomètres, ça s'appelait le fameux village de Mazouna, où il y a eu c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est nous, la population, au nom d'un appel, cette année ça suffit, c'est Belsenine Barakat, qu'on appelait, et que un accord a pu se faire. Et petite anecdote, Ben Bella a failli être tué dans cette ville-là, après une rencontre avec les chefs de la Wilaya 4, notamment. Merci, monsieur, pour... C'était pas si beau que ça de la part de ces wilayas. Merci pour votre témoignage et cette double question. Donc, on va prendre une troisième question avant de redonner la parole. Donc, monsieur...
Voilà, ça a été transmis à quelqu'un d'autre. On prendra votre question juste après les réponses de nos intervenants. J'avais levé la main depuis tout à l'heure. Hein. Mais bien sûr, on vous écoute, monsieur. Voilà. Vous avez le micro, on vous écoute. Merci. Oui, d'abord, donc, je remercie M. Stora et M. Meurice qui nous a permis ce soir d'apprendre beaucoup de choses sur donc, ce qui s'est passé. Moi, j'avais 12 ans en Algérie en ce moment-là. Ce que je voudrais approfondir, ce que je voudrais vous demander d'approfondir, vous avez dit que l'armée des frontières était la mieux organisée. Est-ce que, M. Stora, on ne peut pas dire aussi la mieux préparée, là je pense à Boumedienne, pour diriger? Est-ce qu'on peut dire seulement que c'était un dictateur militaire qui voulait le pouvoir, ou au contraire, comme moi je le pense, qu'il avait une certaine idée de l'avenir de l'Algérie, voilà, de diriger. Et je peux témoigner que les meilleures années du développement en Algérie, de l'importance de l'Algérie, que c'était pendant son règne. Voilà. Merci pour votre question qui fait débat même dans la salle. On va répondre à ces 3 questions et ensuite on passera à une dernière partie de questions. Le temps malheureusement tourne, l'heure tourne, donc on va d'abord répondre à ces 3 questions puis on repassera la parole dans la salle juste après. Je peux brièvement répondre juste sur ce point-là. Jean-Michel, oui, sur la dernière question de monsieur. Forcément, une armée qui est à l'extérieur et relativement en paix a une autre attitude, un autre comportement, une autre manière de voir les choses que ceux qui vivaient dans des conditions extrêmement difficiles, dangereuses. Ils sont, je sais combien la proportion, c'est 8 sur 10 sont morts, quoi, à peu près. Donc, ils n'étaient pas du tout dans la même situation de réflexion et de capacité de prévoir. Ils se défendaient, ils essayaient de ne pas crever, surtout. Merci. Benjamin Stora, vous souhaitez apporter un complément, soit à cette question, soit aux 2 questions précédentes. La première sur le rôle des autorités françaises et des services français, et l'autre sur les chefs des wilayas de l'intérieur et les recrues de la dernière heure, comme a dit notre deuxième intervenant. Non, mais j'ai voulu écarter aussi toutes les théories complotistes sur le fait que la France a installé une direction politique en Algérie. C'est pas du tout prouvé de rien, quoi. Il n'y a pas d'archives, il n'y a rien du tout là-dessus. Par contre, on peut réfléchir effectivement sur la place sociale, politique et culturelle jouée par ceux qui effectivement étaient des officiers de l'armée française qui sont passés ensuite du côté algérien à partir grosso modo du plan Châle, 59, 60, 61, etc. Mais j'écarte, disons moi, le fait que dans la crise qu'on a décrite dans ce film, il y a eu des espions français qui, à Tripoli, ont mis en place je ne sais quoi pour faire je ne sais quoi. Enfin bon, je veux dire, les acteurs qui sont là, c'est des gens quand même très sérieux et qui savent de quoi ils parlent et de ce qu'ils ont fait. Et c'est pas, il y avait des vrais affrontements politiques et des vraies divergences, des vrais clivages idéologiques entre eux, et puis aussi des courses de pouvoir. Il n'y a pas simplement aussi que les clivages idéologiques, il y a aussi des courses de pouvoir qui existent entre les individus, etc. Sur la place jouée par les officiers, enfin, anciennement de l'armée française, etc., moi je crois que c'est plus tard que ce poids politique va être important dans l'histoire algérienne, c'est-à-dire notamment après 65. C'est à ce moment-là qu'on va voir effectivement apparaître des gens qui vont jouer un grand rôle dans la constitution, dans la construction de l'État algérien, etc. Mais le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la crise de l'été 62. Or, dans la crise de l'été 62, tous les acteurs qui sont ici à l'écran et qui parlent, qui sont les principaux acteurs de cette époque, ne deviennent pas du tout de l'armée française, quoi. Je veux dire, aucun d'entre eux n'est partie prenante de cette histoire-là. C'est après coup que vous allez avoir effectivement les ralliés de la 11e heure, les gens de l'armée française qui vont s'installer, qui vont arriver, etc. Mais ça fait partie aussi de toutes les histoires politiques, des histoires révolutionnaires, où on a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la politique horreur du vide, et vous avez un rôle qui va s'installer de ceux qui veulent se racheter, avoir, disons, un autre CV beaucoup plus acceptable que ceux qu'ils avaient avant, et donc jouer un rôle politique important dans la construction de l'État algérien. Mais pas dans la crise de l'été 62. Hein, je veux dire, je suis désolé. Par rapport à la question soulevée sur Boumedienne, c'est vrai que ce n'était pas donné par avance
que l'État algérien allait devenir un État autoritaire avec ce qui allait se passer, etc. Non, je crois que Boumedienne, à cette époque-là, est un personnage qui a une conception politique de l'Algérie. Bouhara, par exemple, avec qui j'ai beaucoup discuté de cette question-là, qui, en fait, avait cette théorie de l'armée. Vous savez, c'était l'époque, les années 60, il faut se rappeler le contexte des années 60 sur le plan idéologique. L'armée populaire, il y avait un peu, vous savez, cette conception de l'armée du peuple qui vient apporter le socialisme dans les campagnes, enfin, sur le modèle un peu le modèle chinois, le modèle des révolutions vietnamiennes, bien sûr, à l'époque, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette façon de remettre en scène un modèle politique d'organisation des sociétés à partir, disons, de la paysannerie contre les villes, et l'instauration d'une sorte de socialisme populaire, justicialiste, égalitariste, porté par l'armée, qui pouvait, disons, c'était l'idée, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'était un peu ce qu'il y avait comme conception pour créer une sorte de nouvel État qui, disons, serait sur un modèle effectivement d'une armée populaire qui permette de reconstruire, disons, un État qui n'existait plus, etc. C'était à peu près ça l'idée. C'était la même idée chez les officiers qui venaient d'Indochine, les officiers de l'OAS. Oui, c'était le même modèle. Il y avait cette idée que l'Algérie, c'était un immense pays paysan et qui avait été bouleversé par la guerre. Effectivement, il ne faut jamais oublier qu'il y a 2 millions de paysans algériens qui ont été déplacés dans la guerre. Et donc, il y a un bouleversement de la société paysanne extraordinaire. Donc, il y a cette idée quand même à cette époque-là, je parle en 61, 62, avant l'indépendance jusqu'à l'été 62, qui est il faut rétablir des normes de fonctionnement et de reconstruction d'une société qui a été désarticulée par la guerre sur une base socialiste. Parce que fondamentalement, au congrès de Tripoli, tous les acteurs avec qui j'ai discuté me l'ont dit, absolument tous, personne n'avait lu la charte ou je ne sais pas quoi, les documents. C'est ce qui est dit dans le film, par certains témoins d'ailleurs. Personne ne l'avait lu. Mais dans le document de cette charte, ce qui était à l'ordre du jour, c'était le socialisme et la place de la paysannerie, pour aller vite et de manière très schématique. C'était ça l'idéologie de cette époque-là avec l'islam. C'était socialisme, paysannerie, islam. Voilà, c'était les trois catégories liées l'une par rapport à l'autre et qui donnaient la construction de la société nouvelle, de la société idéale. Voilà, c'était ça à peu près. Et Boumedienne, à ce niveau-là, incarnait ça. C'est-à-dire cet aspect, disons, de ce personnage austère, la paysannerie, le socialisme et l'islam rigoriste. Donc on avait cette espèce de configuration archétypale d'un personnage qui n'était pas donné comme étant plus tard ce qu'il va être, c'est-à-dire ce qu'on va connaître 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard. Les choses ne sont jamais écrites d'avance, parce que sinon c'est trop facile. Maintenant, il y a une question qui est soulevée dans les interventions, qui est le fait que les acteurs qui sont interviewés, bien entendu, vous avez raison, monsieur, c'est sûr, ils donnent leur version embellie, enjolivée, reconstruite, disons, de ce qu'a été, disons, leur activité, leur action, bien entendu, vous avez raison. C'est-à-dire, tous n'étaient pas ce qu'ils décrivent aujourd'hui, c'est-à-dire 40 ans après, des démocrates absolus, convaincus, laissant la liberté de parole à tous, prônant l'égalité entre tout le monde, etc., etc. Vous avez raison là-dessus. Ils avaient effectivement des comportements très populistes, très autoritaires, etc. Mais il faut aussi prendre leur discours 40 ans après pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est intéressant de savoir, 40 ans plus tard, le regard qu'ils portent, disons, sur ce qu'ils ont pu vivre à cette époque-là, quand ils avaient 20 ans ou quand ils avaient 25 ans. Ça, c'est intéressant. Disons, ça nous renseigne sur l'état des mentalités aujourd'hui de la société algérienne. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, je suis bien d'accord avec vous sur comment ça s'est passé, notamment dans la Kabylie, etc. Ça, on ne va pas rentrer dans tous les détails, bien évidemment. Évidemment. Ça nous éclaire beaucoup aussi sur la question des mémoires portées, de la mémoire de la guerre d'indépendance portée notamment ici et surtout dans l'Algérie d'aujourd'hui, sur lesquelles vous avez travaillé. Tout à fait. Non, ce qui est intéressant, depuis que ce film existe, c'est-à-dire depuis 10-12 ans maintenant, ce qui est intéressant en Algérie, c'est que la plupart de ces acteurs que vous avez vus ont rédigé leur mémoire. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu en Algérie une espèce d'explosion mémorielle d'écriture. Qu'on a vu encore cette année pour l'année. Il y a eu énormément d'ouvrages qui ont été publiés par les principaux acteurs de la révolution algérienne. Je crois qu'il y a 250 ouvrages qui ont été publiés ces dernières années, de gens qui étaient dans les Aurès, la Kabylie, les Maquis de l'Intérieur, la Fédération de France, le GPRA, etc., qui est une source archivistique gigantesque aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on peut pratiquement maintenant aller vers une écriture de l'histoire intérieure algérienne sans forcément avoir recours toujours et encore, même si c'est important et évident, aux archives militaires françaises, par exemple. À chaque fois, on dit qu'il faut que les archives militaires, etc. Mais là, vous avez, à travers les témoignages d'acteurs qui se sont livrés depuis les années 2000 en Algérie, c'est une source, une documentation extraordinaire qu'il faut bien sûr ensuite confronter, critiquer, décortiquer, contredire, bien entendu, avec d'autres types d'archives, etc. Mais le matériau, maintenant, il est là, il existe. Merci. On va passer aux toutes dernières questions, parce que malheureusement l'heure tourne. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais encore une ou deux questions, grand maximum. Désolé pour ceux qui ne pourront pas parler et prendre la parole. Monsieur, on vous écoute. Bon, très très rapidement, je dois d'abord dire tout le bien qu'on doit penser d'un tel film pour son côté très pédagogique et son respect de l'unité de lieu et de temps, conformément à l'habitude. Et donc, il donne la parole aux témoins qui ont accepté de parler, avec un commentaire très sobre. Et donc, ça, au moins pour avantage de rompre avec les téléfilms qu'on avait qui disaient tout est dans tout et l'avenir tranchera. Et là, le problème était devenu algéro-algérien, et donc c'est les protagonistes algériens. Mais là où on aurait espéré mieux, c'est le degré de représentation des gens qui ont parlé. Parce qu'il y a plusieurs protagonistes. Les deux protagonistes de ce conflit, c'était Ben Bella et Ben Khadda. Ils vivaient encore. Je pense qu'à l'habitude, à l'époque, ils n'acceptaient pas de parler. Ensuite, l'un des adjoints de Boumedienne vivait toujours à l'époque, c'était Cherif Belkacem. Il aurait pu être plus représentatif que Bouhara, quelles que soient les qualités. Bouhara était capitaine, je crois, à l'époque. Mais si vous voulez, ça ne change absolument rien à la qualité de ce film qui entretient un débat comme celui de ce soir. Mais l'autre point, c'est que malgré ce côté algéro-algérien, la partie française était présente, discrètement. On a, à l'époque, les récits sur le rôle discret de la France en faveur de l'alliance Ben Bella-Boumedienne, c'était des récits uniques qu'on ne pouvait pas recouper. Or, il aurait suffi d'avoir des anciens du Rocher Noir, notamment le questeur du Rocher Noir, de l'exécutif provisoire, qui est à Paris en ce moment, et qui confirme ce qu'on savait déjà, mais sans pouvoir le dire, que De Gaulle a ordonné qu'on verse 2 milliards en espèces à Ben Bella. Donc il y avait un parti pris. De Gaulle voulait que Ben Bella soit le premier président de la République. Et il se trouve qu'il était l'allié de Boumedienne, donc c'est cette alliance qui a le deuxième point du rôle français. En vous demandant d'être bref, s'il vous plaît. Yassef Saadi qui a parlé, qui a dit qu'il avait 1830, je ne sais pas pourquoi il a choisi ce chiffre, 1830 combattants, mais qui n'étaient pas tous armés. Mais ils étaient armés par des bateaux de plaisance qui venaient de la rade d'Alger. Ils étaient fournis en armement de l'armée française. Alors, comme ils roulaient pour Boumedienne, c'est le deuxième élément avéré du soutien de la France de Gaulle à cette coalition. Mais on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. Merci, monsieur, pour ces compléments. Vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, mais c'est un travail qui reste à poursuivre, évidemment. Moi, je ne connaissais pas le coût des 2 milliards, donc je l'apprends ce soir. Hein. J'apprends tous les jours. Moi, vous savez, moi, je suis prêt à tout prendre, hein, du moment que... Je ne savais pas. Franchement, si tu me l'avais dit avant, j'aurais été voir ce fameux personnage qui est arrivé avec des mallettes, peut-être de 2 milliards, j'en sais rien. Bon. Et donc là, le cours de l'histoire change, quoi. Bon, c'est évident. Mais je crois quand même qu'il faut qu'on reste sur... même si la présence France, même si bien sûr la France a pu jouer un rôle, c'est encore un sujet d'étude. C'est-à-dire quelle était la préférence française dans cette crise algérienne. Franchement, j'ai beau regarder, il n'y avait pas beaucoup de préférences françaises. Hein. Il y avait Ben Bella, bon, qui était effectivement un personnage stable, sûr, etc. Mais Boumedienne n'était pas un personnage connu à cette époque-là par les services français ou sur lesquels on aurait misé quelque chose pour les 3 ans qui viennent. Je ne crois pas, personnellement. Hein. Mais encore que Ben Bella, il sentait le soufre aussi à l'époque du point de vue des Français, puisque c'était Nasser.
Et donc, c'était compliqué pour la France aussi de jouer, entre guillemets, la carte Ben Bella, parce qu'il y avait la révolution nassérienne n'était pas encore éteinte à cette époque-là, et Ben Bella était quand même très, très proche, pour ne pas dire plus, de Nasser. Donc, c'était compliqué, hein, quand on peut se référer pour ça sur l'incertitude française qui règne à cette époque-là, par exemple, aux mémoires de Jeannet, hein, qui a organisé la passation de pouvoir réelle, vraiment officielle, puisqu'il est le premier ambassadeur de France en Algérie. Or, Jeannet n'avait pas, disons, de préférence particulière. Il essayait de louvoyer et de garder au maximum les intérêts français entre toutes les factions qui pouvaient s'affronter. C'était ça l'objectif, c'était d'essayer de conserver au maximum les intérêts français en essayant de jouer sur toutes les factions possibles. C'était un jeu très compliqué, très difficile, parce que les rapports de force s'inversaient jour après jour, pratiquement. Et la bataille, elle évoluait sans cesse. Elle n'était pas figée, c'était une bataille très complexe, politique, et donc il essayait au plus près de conserver les intérêts français. Hein, je veux dire, en l'occurrence, bien sûr, on les connaît, pétrole, gaz, Sahara, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, s'il y a des documents qui prouvent effectivement ça, alors là, moi, je suis tout à fait d'accord pour engager, disons, un travail historique là-dessus. C'est absolument d'accord. Voilà. Parce qu'on a beaucoup cherché dans le dernier film que nous avons fait, côté français, la chaîne d'ordre pour notamment le départ ultra rapide de l'armée française qui a laissé les choses en plan. Et donc, dans un désordre, le départ des Pieds Noirs, les massacres de l'Ouest, tout ça s'est enchaîné. Et on n'a absolument rien retrouvé. On a un de nos acteurs qui était dans ce film-là, qui était le conseiller chargé de l'Algérie auprès du Premier ministre. On a eu accès au directeur de cabinet qui était du président de la République, le grand. Et finalement, il n'y a absolument rien. On n'a rien retrouvé de précis, d'écrit sur des ordres précis donnés à l'armée en place en Algérie. Après le cessez-le-feu, c'était comme si, finalement, ils n'attendaient que de partir le plus vite possible. Merci. Décidément, il y a encore beaucoup d'autres voix, beaucoup de perspectives sur cette histoire de la guerre d'indépendance algérienne et de l'indépendance algérienne même. Donc merci infiniment à vous pour votre attention. Merci pour votre participation et vos questions. Et puis merci bien évidemment à Benjamin Stora et à Jean-Michel Meurice pour ce très beau film et leurs éclaircissements. Bonne soirée à vous tous.